Salut mes amis, c'est Pavel de le projet Mind Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, c'est 8h et c'est l'heure de café du dimanche. Et aujourd'hui, nous avons encore une fois, encore une semaine où il y a beaucoup de sujets à discuter. Et la particularité de ce café de dimanche que je vous présente aujourd'hui, c'est le sujet pétrole, la géopolitique et l'immobilier. Ça sera le sujet cœur de notre discussion dominicale ce matin. Et je vais vous présenter les nouveaux risques potentiels qui peuvent arriver sur les marchés, les risques que les marchés actuellement ne pricent pas. Bon, les marchés, si on regarde les courbes, ils ne pricent rien du tout, mais il y en a d'autres risques que personne pour l'instant en parle. Bon, il y en a certains qui en parlent, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Donc, avant de commencer, je vous invite à cliquer en like, s'il vous plaît, mes amis, c'est super important pour soutenir la chaîne Mind Cash. Et n'oubliez pas de partager à vos amis qui s'intéressent à la bourse, à la finance, et éventuellement pour qu'ils fassent partie également de notre communauté Mind Cash. Je vous rappelle que je suis présent sur pas mal de réseaux sociaux, notamment Telegram, c'est mon moyen de communication principal avec mes abonnés, mais aussi je suis maintenant présent sur la chaîne Short YouTube Miner Cash et TikTok si vous préférez d'utiliser TikTok pour regarder les vidéos courtes que je publie quasiment tous les jours. Je vous rappelle que ce week-end, le programme était très chargé. Hier, je suis sorti une vidéo d'analyse des entreprises. Certaines parmi vous adorent ce type de vidéo où je fais l'analyse express des différentes entreprises. Nous avons vu les entreprises comme Airbus, comme Safran, comme Orange, comme Engie. Donc, il y a plein de choses intéressantes. Donc, regardez si vous n'avez pas encore vu. Et juste après cette vidéo, je vais publier également une vidéo consacrée au trading, notamment sur des stratégies optionnelles où je vais présenter mon portefeuille spéculatif en bourse. Voilà mes amis, c'est parti. On va pas perdre le temps. On va commencer directement par la macro. C'est parti. Donc très rapidement, le tableau de bord, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc il n'y a pas de gros changements, donc on voit que les indices américains se sont corrigés légèrement, donc c'est surtout Nasdaq qui a perdu presque 1%. Le CAC 40 a repris pas mal, donc faites attention, la hausse du CAC 40 et la hausse du pétrole, la forte hausse du pétrole, ça ce sont les sujets de cette vidéo. Donc c'est lié. Dans le CAC 40, il y a le gros poids évidemment de Total Energy, on va en parler largement. Donc du coup pour l'instant je passe ce sujet. Sur le reste, on voit bon le renforcement de l'euro un petit peu, donc un petit peu le petit mouvement vers la baisse des taux à 10 ans et à 30 ans sur les obligations américaines et la hausse des taux au court terme sur un an. Donc on observe toujours l'inversion de la courbe de taux, version de la courbe de taux historique et qui c'est un signal de la récession à venir. Donc voilà. Aura-t-il la récession ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a tout un tas de phénomènes maintenant qui pèsent sur les marchés. Donc ensuite, la chute du gaz continue, mais après, n'oubliez pas que le gaz, il y a de la saisonnalité, donc ce n'est pas uniquement le géopolitique, l'approvisionnement, donc il y a aussi la saisonnalité. Nous rentrons dans la saison où on chauffe au moins, on ne se rafraîchit pas encore avec des clims, donc c'est la saison où les prix de gaz et de l'électricité sont naturellement plus faibles que les autres, pour les autres saisons, et les deux marchés, évidemment, gaz et électricité sont très fortement liés parce que le gaz il est utilisé principalement pour générer l'électricité. Donc sur l'indice VIX pour l'instant il n'y a pas de panique, donc j'attends la panique, mais pour l'instant il n'y en a pas. J'ai ouvert la petite position dans le club Option Invest. Je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que j'ai un club consacré aux options et j'ai fait un trade qui fait partie de ma position bearish que je suis en train de progressivement accumuler. C'est la position longue sur le VIX. La position longue sur le VIX, l'indice de la peur, c'est la position structurelle short sur les marchés financiers. Donc je fais très rapidement parce qu'on a beaucoup de sujets, mes amis, je ne veux pas vous faire perdre beaucoup de temps. Et sur le 10 ans français, la baisse, donc du coup les taux se réduisent parce que bon, il y a tout un tas de phénomènes qui se passent, notamment la récession et les anticipations par rapport aux taux futurs et que les banques centrales ne vont plus pouvoir monter les taux. Vous savez, il y a un point qui est super important que je voudrais attirer votre attention, c'est qu'aujourd'hui nous vivons la période d'une divergence entre le marché et la Fed. On dit que aux investisseurs souvent qu'il ne faut jamais jouer contre la Fed. Je trouve que c'est un petit peu léger comme phrase. Je les ai entendus beaucoup parler que never plays against the Fed. Je sais pas comment ça se prononce exactement en anglais, mais
l'idée est telle que quand vous investissez ou quand vous tradez sur les marchés financiers, il ne faut pas contredire à la Réserve fédérale. Mais le problème, c'est que il y a des moments, et je pense que nous sommes exactement dans ce moment aujourd'hui, quand le marché et la Fed ne sont pas d'accord. Le marché, il dit que stop, il faut arrêter les hausses des taux, il faut recommencer les baisses des taux, et la Fed continue à dire que nous allons continuer à monter les taux. Attention, la Fed, ce n'est pas un trader. En fait, il regarde les marchés financiers, bien évidemment, mais globalement, il s'en fiche de vos performances en bourse, de notre portefeuille PEA, etc. Leur but, c'est d'effectuer la gestion de la politique monétaire. Et dans le passé, il y a eu beaucoup d'exemples historiques économiques où la Réserve fédérale, elle a fait exprès les chutes des marchés, elle a provoqué les chutes des marchés en augmentant les taux. Donc ce que la Fed va maintenant faire, elle va regarder à quel moment le marché financier va réagir. Donc quand vous regardez les bourses résilientes, je vois ça souvent dans les commentaires sur Telegram, sur mes vidéos YouTube, sur lesquelles d'ailleurs je réponds toujours. Donc si vous avez une question à me poser, posez-les dans les commentaires, ça m'améliore le référencement et en plus je prends l'engagement de répondre à toutes les questions. Eh bien, nous sommes actuellement dans cette divergence parce que la Fed, elle teste quelque part le marché, il voit quand est-ce que ça va commencer à craquer. Donc, dans le passé, pendant la crise 2008-2009, ils ont monté les taux et le marché n'a pas chuté directement. Donc il est resté pendant un certain temps dans le marché haussier ou dans le marché flat pendant que la Fed continue à monter les taux. Mais après, ça chute brutalement. Et à quel moment ça chute, on n'en sait rien. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui casse et la Fed va monter progressivement, dans les taux. On a vu déjà la crise financière qui a été provoquée directement par cette politique des hausses des taux de la Fed. Quelle sera la prochaine étape? On n'en sait rien, mais en tout cas, nous sommes dans la période de divergence entre la Fed et les marchés qui finit quasi toujours, je ne connais aucun autre exemple, par un crack boursier. Crack plus ou moins important. Et pour la Fed, la baisse de 10 ans sur S&P 500, si vous regardez l'historique, ce n'est pas encore un signal suffisant qu'on doit arrêter notre politique. Donc il faut qu'il y ait une baisse plus importante pour que le marché arrive à convaincre Jerome Powell qu'il faut arrêter cette politique. Et je pense que justement, la Fed va aller jusqu'au bout, jusqu'au marché crack. C'est ça qui est très important à comprendre, que aujourd'hui, les marchés ne regardent pas la macro. Donc je publie dans Telegram parce que bon, je suis sérieux, je veux que ma chaîne soit en moitié la chaîne d'information financière, mais aujourd'hui, les marchés, ils s'en fichent de ces statistiques. Parfois, les algorithmes de trading, les automates, ils profitent de certaines statistiques pour, on va dire, trader telle ou telle stratégie long ou short, mais structurellement, le marché, il est dépendant de la liquidité. Et la liquidité, évidemment, c'est la politique de la Réserve fédérale. Donc, grande attention, parce que c'est un énorme risque quand la Fed et les marchés ne sont pas d'accord. Les marchés gagnent toujours. Donc, never play against the Fed, c'est pas très pertinent comme phrase en réalité, parce que généralement, le marché gagne et contre les politiciens et contre la Fed. Si la Fed va voir que le marché ne tient plus, ils vont arrêter. Mais il faut que le marché, à un moment donné, montre à la Fed qu'il faut arrêter les hausses des taux. Quand est-ce que ça va arriver? Je pense que ça va arriver prochainement, mais encore une fois, c'est plus de l'auto en fait que je suis en train de jouer avec vous. Bah, pas avec vous, mais avec les marchés, parce que évidemment, ni moi, ni personne, ni quelqu'un d'autre ne sait pas exactement le moment quand est-ce que ça va craquer. Et je ne suis pas du tout dans la démarche d'essayer de deviner ce moment pour en profiter, etc. Pour moi, il y a un problème. Par contre, le marché, pour l'instant, il laisse glisser encore ces hausses de taux et la Réserve fédérale va aller jusqu'au bout. Voilà, ça c'est la première alerte que je voudrais vous faire. Et maintenant, je voudrais passer directement sur un des sujets principaux de cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons se concentrer sur le marché pétrolier, le marché énergétique et notamment sur la réunion de PEP+, qui a annoncé le lundi dernier, c'était le week-end dernier, je crois qu'ils se sont réunis, une coupure de 1 million de barils de production pétrolière par jour. C'était une grosse surprise pour les marchés. Et c'est pour ça que nous avons vu tout à l'heure que la hausse sur la semaine du pétrole était impressionnant, donc c'était presque 7%. Bon, c'est un actif volatile, donc on peut pas dire que c'est une grosse surprise. Ça arrive assez souvent sur le marché pétrolier, mais les raisons pour lesquelles cette hausse a eu lieu, je pense qu'elle mérite d'avoir une clarification, et surtout les raisons, le discours
des membres de PEP, notamment de l'Arabie Saoudite, que moi je trouvais super important à souligner parce que ça cache probablement, encore une fois probablement, je vous présente mon analyse, je ne suis pas un expert, tout ce que je dis, encore une fois, ça ne concerne que moi, ça ne regarde que moi, je vous transmets mon opinion et mon analyse. Et donc, dans cet article de Wall Street Journal, justement, quand il parle de cette réunion de l'OPEP, vous pouvez regarder tout de suite après l'image de ministre de l'énergie de l'Arabie Saoudite et le ministre de l'énergie russe, Alexandre Novak. Donc, pourquoi il en parle de la Russie et de l'Arabie Saoudite? Parce que, justement, il y avait un effort des Occidentaux de réduire les revenus pétroliers russes qui sont utilisés par la suite pour financer la guerre en Ukraine. Donc il y avait tout un jeu géopolitique, je ne veux pas vous répéter, vous le connaissez parfaitement, ce gros conflit qui a commencé fin février de l'année dernière. Et cette décision, encore une fois, est surprise de la part de l'OPEP+, de réduire la production de pétrole, elle est vue par les médias occidentaux, notamment les médias américains, comme une décision politique. Donc deux décisions politiques en faveur de la Russie. Et c'est là où je voudrais vous faire un petit discours sur la situation actuellement au Moyen-Orient, pour vous expliquer, peut-être vous le connaissez, moi je m'intéresse pas mal à ce sujet, donc quels sont le rapport de force et comment ce rapport de force elle a été changé après la guerre en Ukraine. Donc au Moyen-Orient, on peut distinguer grosso modo deux équipes, et avec un leader bien clair. Donc, la première équipe, elle est dirigée par le Qatar. Le Qatar, je vous rappelle, un pays sunnite, et pourtant ses alliés sont principalement les pays chiites, pas tous les pays, mais la plupart. Le grand allié non officiel, mais quand même, dans le fait, c'est un allié de Qatar, c'est l'Iran. L'Iran avec tout le réseau des pays chiites et des organisations chiites. Donc, dans cette équipe, on peut retrouver les pays comme la Turquie, également comme l'Égypte, notamment avec le mouvement des frères musulmans, la Syrie, le Yémen, le Hezbollah libanais, et Taliban en quelque sorte, parce que le Taliban c'est un peu particulier, mais ce mouvement il s'inscrit plutôt dans la ligne directrice dirigée par le Qatar. Après, derrière ce groupe des pays musulmans se trouve la Chine. La Chine, elle agit toujours intelligemment, de manière très discrète, mais on voit souvent la main de la Chine derrière certaines actions de l'Iran, notamment, y compris le Qatar, ils ont l'influence pas mal dans le Moyen-Orient. Mais par contre, la Chine, encore une fois, ils ne prennent pas une position claire sur tel ou tel camp. Parce que le deuxième camp, il est tout aussi puissant, donc il est dirigé bien évidemment par les États-Unis, et son premier allié dans le Moyen-Orient, c'est l'Arabie Saoudite. Donc évidemment, quand on parle d'Arabie Saoudite, on parle également de UAE, donc le Émirats Arabes Unis, le fameux Dubaï, où il y a maintenant tous les entrepreneurs, les blogueurs, etc. sont partis. Vous pouvez trouver sur Internet, vous allez souvent voir les blogueurs que vous suivez, et tout d'un coup, à un moment donné, ils partent à Dubaï. Je vais faire un petit commentaire par rapport à ça, parce que je pense qu'ils sont optimistes par rapport à l'économie de Dubaï, qui cache quand même certains risques qu'on ne voit pas nécessairement tout de suite. Après, il y a évidemment les plus petits pays du Golfe, comme Koweït, comme Bahreïn, etc. Donc, les pays très riches. L'important de noter que cette deuxième équipe, elle est extrêmement puissante, parce que tous ces pays que je viens de citer possèdent des armées énormes. Donc le budget militaire en pourcentage de PIB le plus important, c'est justement Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, bon, Israël, j'ai oublié évidemment de citer dans ce groupe, mais évidemment, tous ces groupes-là, c'est pas les regroupements officiels, mais en gros, c'est les liens politiques, ils sont construits au Moyen-Orient de telle manière que ces pays, quelque part, ils protègent généralement les mêmes positions. Et donc, ce sont des pays extrêmement puissants et extrêmement riches. Le premier groupe, c'est aussi les pays qui sont très puissants. On voit souvent la main de la Chine derrière, ce qui devient encore plus puissant. Mais par contre, le pays, on va dire le leader et le centre de financement de cette équipe 1, c'est le Qatar. On peut voir un clivage religieux entre ces deux groupes de pays, c'est le chiite, sunnite, mais bon, c'est plus compliqué que ça, comme on peut voir quand on regarde la liste, que Qatar, c'est pas un pays chiite, Turquie, ce n'est pas un pays chiite, mais c'est vrai que la première équipe, elle est dominée par l'Iran et ses alliés chiites. Donc c'est pas uniquement le clivage religieux, mais la religion, comme d'habitude, elle va être instrumentalisée dans toutes ces discussions politiques et les conflits potentiels. Après, pourquoi j'en parle et comment la Russie s'inscrit dans cette liste. Vous avez vu que la Russie n'apparaît ni dans l'équipe 1 ni dans l'équipe 2. Pourquoi ?
Parce que la Russie, avant la guerre en Ukraine, elle occupait une position extrêmement avantageuse. Parmi tous les pays cités, il n'y a qu'un seul allié très clair de la Russie, c'est l'Iran. Les autres pays, on peut parler des relations constructives ou moins constructives, mais dans tous les cas, l'allié vraiment clair et ouvert, c'est l'Iran. En revanche, il y a eu des relations privilégiées historiques entre la Russie et l'Israël. Je vous rappelle un petit peu de l'histoire, ce que Israël il a été en grande partie fondé par les Juifs russes qui sont partis de l'Union soviétique, et l'Union soviétique c'était un des premiers pays qui a reconnu l'indépendance d'Israël. Ça peut paraître vraiment impressionnant de l'entendre ça aujourd'hui, mais c'est vrai, parce que à l'époque, quand l'Israël était créé dans les années 1940, je crois que c'est 1949 si je ne me trompe pas, excusez-moi si je ne suis pas exact sur la date, mais dans tous les cas, l'Union soviétique il participait activement dans la création de l'État d'Israël. Parce que, bon, il faisait ça pour des raisons humaines ou pacifistes, parce qu'à l'époque, Staline, il voulait que ça devienne une république soviétique dans le Moyen-Orient. Après, finalement, il s'est avéré que la lecture de la compréhension, qu'est-ce que c'est le socialisme entre les leaders israéliens et les politiques et Staline était la différente, heureusement, pour Israël. Et donc, ils se sont séparés et Israël est passé de côté des États-Unis. Mais d'ailleurs, les États-Unis ont reconnu l'indépendance d'Israël beaucoup plus tard que l'Union soviétique. Ça paraît vraiment hallucinant aujourd'hui, vu le contexte politique actuel, mais à l'époque, c'était exactement comme ça, parce que Israël s'inscrivait dans la politique internationale de Staline. Et donc, historiquement, il y a beaucoup de personnes qui parlent russe en Israël, il y a des liens extrêmement forts, et pour Israël, c'est super important de maintenir la discussion avec la Russie dans le contexte de leur affrontation avec l'Iran. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le 24 février 2022? Donc, la Russie, elle est sortie complètement de la scène internationale. Parce qu'aujourd'hui, la Russie, elle est considérée, excusez-moi pour une expression, c'est de la racaille internationale, en fait. Genre, c'est presque une organisation terroriste, parce qu'elle se comporte comme une organisation terroriste. Aujourd'hui, ça devient extrêmement difficile de faire valoir leur position extrêmement, encore une fois, extrêmement avantageuse dans le Moyen-Orient. D'ailleurs, cette position avantageuse, elle a été, si vous voulez, confirmée par son intervention en Syrie. Parce qu'en Syrie, la Russie, il a pris des positions assez agressives et finalement il a gagné presque parce que la Russie, les États-Unis se sont partis, tout le monde s'est parti et du coup ils ont laissé la Syrie à Vladimir Poutine à l'époque. Justement parce qu'il y avait ce poids énorme dans le balance au Moyen-Orient. Parce que ce balance entre Israël et la Russie, Israël et l'Iran, il était souvent assuré par l'intermédiation de la Russie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que parler directement à Vladimir Poutine, c'est presque comme parler directement, je sais pas, à l'État islamique. Aujourd'hui, c'est de point de vue des Occidentaux, de point de vue des pays civilisés. Bien ça ou pas, bon, c'est Vladimir Poutine qui a fait ce choix, donc personne n'a lui demandé d'attaquer un pays indépendant. Et aujourd'hui, donc du coup, réaliser la politique à l'ancienne, comme ça a été avant février 2022, devient quasiment impossible. Donc déjà, le balance des forces au Moyen-Orient, il est cassé. Après, évidemment, tous les pays riches du Golfe, l'année dernière, ils ont misé sur le fait que la Russie va gagner rapidement en Ukraine. Donc, la Russie, finalement, elle a perdu en Ukraine, c'est déjà presque évident. Après, comment cette perte va être matérialisée définitivement, ça on ne sait pas encore, mais dans tous les cas, c'est pas du tout le scénario que tout le monde a prévu. Dans tous les cas, Vladimir Poutine il a offert un énorme cadeau par cette intervention en Ukraine aux pays du Golfe, parce que du coup les prix de pétrole spontanément, sans aucune raison, se sont explosés. Après, ils ont donné aussi des points en géopolitique aux États-Unis pour récupérer le marché du gaz en Europe. Donc du coup, après, j'ai beaucoup de questions à poser à Vladimir Poutine, pourquoi il a fait ça. En tout cas, il a perdu quasiment tous ces avantages qu'il avait accumulés pendant 20 ans de son présidence depuis. Bon, les avantages sur la scène internationale. Si nous revenons au Moyen-Orient, parce qu'on ne va pas parler de la Russie, vu que cet équilibre est cassé, maintenant on peut remettre en cause éventuellement l'équilibre de relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, avec un retrait progressif des États-Unis de Moyen-Orient. Et c'est là où je vois un énorme risque, parce que si les États-Unis se retirent de Moyen-Orient, ça va complètement casser l'équilibre fragile entre les pays du Golfe. Et donc, qui va prendre le lead? Donc j'imagine qu'il y aura beaucoup de forces qui vont influencer. Il y a l'Iran, il y a la Chine, il y a la Turquie, il y a vraiment des acteurs de taille qui peuvent intervenir dans cette région. Et
quelque part, j'espère que ça ne va pas se passer comme ça. Mais aujourd'hui, parfois dans les médias américains, je vois cette note un peu nationaliste qui m'inquiète, que genre style, oh on a assez de pétrole, et c'est vrai, parce que les États-Unis ils ont plein de pétrole, on n'a rien à faire dans le Moyen-Orient, on s'en fiche, en fait, ils se débrouillent comme ils veulent. C'est très dangereux pour nous, en fait, pour toute le balance dans le monde entier, l'approvisionnement énergétique. Si les États-Unis prennent cette position, ils commencent à se retirer du Moyen-Orient de telle ou telle manière, en laissant tout seul, on va dire, se débrouiller les autres pays. Bon, certains critiquent les interventions de l'Amérique, je ne veux pas nécessairement prendre une position. Je vois les arguments des personnes qui critiquent les États-Unis quand ils étaient présents dans différents pays du Golfe. Et en fait, je suis d'accord sur certains arguments, mais dans tous les cas, aujourd'hui, le fait est le suivant, qu'aujourd'hui, nous avons un certain équilibre. En tout cas, avant la guerre en Ukraine, il y avait cet équilibre, il y avait une discussion possible entre les rivaux principaux dans cette région. Aujourd'hui, cet équilibre, il est cassé, donc aujourd'hui, il n'y a plus d'intermédiaire entre l'Iran et Israël. C'est déjà très dangereux parce que c'est deux pays qui sont très puissants. On ne comprend pas clairement la position de la Chine dans cette région. Et les États-Unis, quelle est leur politique d'avenir? Ça, je n'en sais rien du tout. Si jamais les États-Unis retirent, évidemment, la bonne place ne reste jamais vide. Donc, quelqu'un va la récupérer. Donc, je peux imaginer que ça peut être l'Arabie Saoudite. Et si vous regardez le rapport de PIB versus budget militaire, les premiers pays qui investissent le plus dans leur armée, c'est l'Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis. Pourquoi? Devinez, donc je vous laisse cette question posée à discuter dans les commentaires, tout simplement parce que s'ils investissent autant dans le militaire, cela veut dire c'est pour faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Ça, je ne sais pas. Et naturellement, je pense à tous ces blogueurs, tous ces investisseurs français qui sont partis investir à Dubaï, l'immobilier à Dubaï, qui font des vidéos bling-bling sur YouTube. Je pense qu'ils vont un petit peu trop vite dans la besogne parce que je disais déjà dans mes précédentes vidéos un petit peu philosophiques sur la géopolitique. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimez quand je parle de géopolitique parce que j'ai eu des retours un peu controversés. Malgré que j'étais extrêmement exact sur mon analyse de la guerre en Ukraine, j'étais complètement à côté de la plaque parce que je ne m'attendais pas à la guerre. Mais depuis le début de la guerre, je pense que toutes mes analyses étaient quasiment à l'être exactes. Dites-moi dans les commentaires si la géopolitique vous intéresse, parce que là maintenant je suis un petit peu obligé d'en parler, parce qu'il y a le pétrole qui monte, il y a les tensions qui montent également, donc ça a un impact direct sur les marchés, mais si vous voulez que je garde un petit peu ce discours un peu historico-politique, ça je suis avec un grand plaisir. Donc voilà, pour moi c'est quand même un tournant assez important qui peut arriver, qu'il faut surveiller, et c'est quelque chose que le marché aujourd'hui ne voit pas du tout. Pour le marché, nous sommes toujours dans le paradigme avant la guerre en Ukraine, donc du coup il y a une espèce d'un équilibre. Les États-Unis sont avec l'Arabie Saoudite et l'Israël, après Dubaï c'est un nouveau Eldorado. Là, je pose des questions quand même, parce que je disais aussi dans mes précédentes vidéos que nous avons quand même l'avantage, en étant en France ou en n'importe quel autre pays occidental, que nous sommes dans un système de droit. Donc si vous investissez à Dubaï, l'immobilier à Dubaï, etc., pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous aviez pu, il y a 10 ans, investir à Moscou, et vous voyez ce que ça donne. Quand vous investissez dans un pays où il est impossible de défendre vos droits, c'est quand même, c'est pas la même chose. Il faut toujours penser à ça, parce que quand vous investissez dans les pays où le système de droit ne sera pas à votre faveur, et où le système de droit c'est une fonction directe d'une décision politique d'une seule personne ou d'un groupe de personnes qui sont toujours d'accord entre elles, c'est un risque. C'est un risque qu'il faut en tenir compte. Vous avez vu peut-être, c'est incroyable, la Russie, elle avait l'image plus libérale que les pays du Golfe, n'est-ce pas? Bon, dites-moi dans les commentaires si c'est pas le cas, parce que moi je suis d'origine russe, mais j'avais cette impression moi-même aussi, qu'avant la guerre en Ukraine, on avait l'impression que bon, il y a quand même plus de possibilités de défendre ses droits quand vous investissez à Moscou que quand vous investissez à Riyad. Peut-être je me trompe, encore une fois, ça je peux pas vous dire, mais subjectivement j'avais cette impression, peut-être vous avez eu la même. Mais finalement, ce qui s'est passé. Donc maintenant, imaginez pour une seconde ce qui peut se passer avec votre investissement à Dubaï. Si la situation géopolitique change, si l'Arabie Saoudite s'engueule avec les États-Unis, et donc du coup, il s'engueule presque automatiquement avec Émirats Arabes Unis, à voir. Donc
Ou bien s'il a un autre camp, l'équipe 1, genre qui est pro-Qatar, on va dire, on va l'appeler comme ça, s'ils vont commencer à d'avancer grâce au soutien de la Chine, etc. Donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué cette situation, et l'Eldorado de Dubaï me paraît pas aussi rose que on le présente parfois dans certaines vidéos sur YouTube. Voilà, c'est ça le risque que je voudrais vous parler, et pour moi, du coup, ça change la stratégie, en quelque sorte, par rapport aux valeurs énergétiques. Donc là, je vous en ai déjà parlé pas mal. Et c'est pour ça que je n'ai pas soldé ma position sur Total Energy. Donc là, je vais vous montrer le Energy Oil and Gas, voilà. On a parlé beaucoup des sociétés, des analyses d'actions, etc. cette semaine. Et en plus, on va tout à l'heure parler dans la partie de trading. Il y a trop de graphiques ce week-end, donc je ne veux pas vous charger un peu trop avec le trading. Mais quand même, la valeur Total Energy, pour moi, joue un jeu à part. Et c'est pour ça que j'ai gardé mon long agressif. Ce que je voulais faire, c'était avant de cette réunion d'OPEP+, j'ai ouvert une position que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo du trading, et qui était très agressif. J'ai vendu en put et en même temps j'ai acheté en call, en visant le niveau de 58-60 euros pour une reprise technique. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle actualité OP+, qui a déjà fait monter les cours de brut, donc c'est déjà un bon paramètre pour Total, ça peut changer le contexte. On peut retomber dans le paradigme où les values, les valeurs énergétiques sont à nouveau à la mode. Pour l'instant, les valeurs de gaz, comme Statoil, j'oublie à chaque fois leur nouveau nom en fait, comment elle s'appelle maintenant, Equinol, je crois, c'est norvégien. Pour l'instant, elles baissent parce qu'il y a les baisses du gaz, mais en tout cas, je pense que elles peuvent revenir également sur le devant de la scène énergétique, parce que si jamais ce risque que je viens de vous présenter avec les transformations de relations internationales au Moyen-Orient, on peut vivre un nouveau crack énergétique, et cette fois bien plus important que le début de la guerre en Ukraine. Le début de la guerre en Ukraine, c'était déjà chaud, on se souvient bien. Bon, chaud, on a eu plutôt froid, mais la situation, elle était quand même chaude. Et si on a quelque chose pareil au Moyen-Orient, là, on va vraiment avoir froid à la maison. Mais bon, je veux pas faire un peu non plus d'apocalyptique, mais le risque, il est bien présent. Il faut en tenir compte et il faut ne pas l'oublier. Et donc du coup, je change mon avis sur Total Energy, et maintenant pour moi, il peut facilement dépasser 60 euros pour de vrai, parce que les prix du pétrole ne vont pas se corriger pour moi, donc ils doivent rester à des niveaux assez élevés, donc on devra continuer à payer malheureusement l'essence très cher, et c'est très avantageux pour Total Energy, et du coup je garde, par chance, je suis rentré sur ce pullback, je suis rentré à 52, peut-être pas au plus bas, mais presque, et maintenant je suis en une position super agressive avec des options, donc c'est vrai qu'il était à moitié à 50% spéculative, mais finalement il devient une position d'investissement que je vais garder avec un grand plaisir. Voilà, donc ça c'est juste un petit détour boursier si vous voulez, et le détour géopolitique. Dites-moi dans les commentaires, n'oubliez pas en like si vous kiffez un peu quand je parle de la géopolitique. Je pense que c'est intéressant, moi je suis un peu passionné par l'histoire de la géopolitique, donc du coup je partage mes connaissances comme d'habitude avec vous. Voilà mes amis, et maintenant c'est le deuxième sujet de cette vidéo de Café Dimanche, qui n'est pas moins important, ça fait également peur, vous allez voir, je vais vous faire peur ce dimanche. Allez, c'est parti. Voilà mes amis, le deuxième secteur auquel nous allons concentrer notre attention aujourd'hui, c'est le secteur immobilier. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des mouvements tectoniques qui se passent, notamment dans le segment de commercial real estate, donc c'est l'immobilier commercial. Vous savez, j'ai commencé mes investissements par l'immobilier, et je me souviens, il y a encore quelques années, avant le Covid, quand on parlait d'investissement dans les fonds de commerce, c'était vu comme un investissement de bon père de famille. Les SCPI qui investissaient dans les fonds de commerce, dans les magasins, ils étaient considérés comme des moins risqués, et souvent qui rapportaient pas mal de rentabilité. Donc du coup, c'était vraiment quelque chose tranquille biche. Le Covid a tout changé. Maintenant, il y a effectivement les bureaux qui sont de plus en plus abandonnés. Le télétravail est devenu quasiment la norme. Ça transforme le marché. Le problème, qu'il y a eu un énorme stock des foncières cotées, donc REITs, les Real Estate Investment Trust. Ce sont des équivalents des SCPI, sauf qu'ils sont cotés en bourse. J'ai fait déjà des vidéos, vous pouvez trouver sur ma chaîne, pour comprendre la différence. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'enregistre une autre vidéo pour vous rappeler un petit peu
sur ces deux véhicules d'investissement dans le pire papier. Le problème que la grosse partie des REITs américains sont investis dans les malls et dans les bureaux. Et ça, c'est un gros problème parce qu'ils faisaient partie des gros fonds qui étaient notamment utilisés pour la retraite américaine. Encore une fois, je reviens à ce que je viens de dire il y a quelques secondes, c'est que c'était vu comme des investissements tranquilles biche. Donc, cela veut dire que la plupart des investisseurs choisissaient ces véhicules d'investissement comme les plus sécurisés pour préparer leur retraite. Vous imaginez dans quelle ampleur de chiffres nous retrouvons quand si on parle de la crise immobilière et notamment la crise immobilière commerciale aux États-Unis. Et c'est déjà le cas. En fait, les ventes chutent, les loyers chutent, ils ont de plus en plus du mal de retrouver les locataires. Le problème qu'ils sont structurellement énormément endettés. Avant, quand il y avait le monde avant Covid, ce n'était pas un gros problème parce que c'est normal, quand on investit dans l'immobilier, on emprunte et on commence à faire de location et on touche l'argent sur la différence. Ils faisaient pareil, les REITs. Sauf que maintenant, leurs recettes ont chuté, par contre, les dettes sont toujours là. Comment la Réserve fédérale, je ne sais pas quel régulateur, va régler ce genre de problème? Parce que nous sommes en train de cumuler une énorme bulle dans ce marché. C'est pas une bulle parce que, contrairement à 2008-2009, c'était pas une bulle parce qu'il y a eu des grosses ventes, des grosses constructions, etc. etc. Non, c'était en petite partie, c'était ça parce que les taux d'intérêt restaient très bas pendant des longues années, mais on n'a pas eu d'une bulle structurelle. En revanche, on a une bulle suite à la diminution de ce marché après le Covid. Donc après le Covid, il y a de moins en moins de bureaux qui sont nécessaires. La transformation des bureaux dans quelque chose d'autre, c'est compliqué. Et du coup, ça rend ce secteur super risqué, tandis qu'il était avant, il était secteur plutôt défensif. C'est ça que je voudrais attirer votre attention, que maintenant, il y a cette bombe à retournement qui est en train de gonfler dans le secteur immobilier. Quand on parle d'immobilier, automatiquement, on parle des obligations, parce que énormément d'immobilier est titrisé sous une forme des créances qui sont cotées maintenant, que vous pouvez revendre entre les banques d'investissement et les hedge funds. Et notamment, d'ailleurs, il y a même des REITs, des foncières cotées, qui n'investissent pas dans l'immobilier, mais qui investissent dans les obligations indexées sur les prêts immobiliers. Donc vous imaginez dans quel monde fou nous vivons. Et on peut se dire, quand on regarde les marchés financiers, que tout se passe bien, il n'y a rien qui se passe. C'est exactement comme ça que ça s'est passé en 2007. Vous vous souvenez le fameux film Big Short, quand les gars étaient en train de shorter le marché, ils voyaient quelque chose absolument fou qui se passe et personne ne voyait le problème, le marché continuait à monter. Je ne dis pas qu'on est nécessairement dans la même situation, peut-être qu'on est même dans la situation encore pire, parce que aujourd'hui, à part le problème de secteur immobilier, on a encore tout un tas d'autres problèmes. Déjà, on a bien plus de dettes. Déjà, on a de la géopolitique. Déjà, on n'a pas vraiment de la croissance. On a les taux que maintenant, on est obligé de monter. On ne peut plus les baisser parce que l'inflation, elle est en train de déraper. Bon, il y a tout un tas de phénomènes. Franchement, encore une fois, je ne veux pas faire cette vidéo trop négative. Mais n'oubliez pas que le secteur des REITs, il faut vraiment, moi évidemment je mets pas mes pieds dedans du tout, et d'ailleurs j'abandonne maintenant le portefeuille que je présente sur mon site mindthecash.fr qui est consacré pour les rentiers, en fait, qui est destiné aux rentiers. Je veux le transformer dans le portefeuille retraite. Donc ceux qui veulent prendre les abonnements au Mind the Cash Premium, vous pouvez le prendre pour accéder à mes 3 portefeuilles. Actuellement il y en a 2, et donc le portefeuille dividende va se transformer dans le portefeuille pour préparer la retraite, notamment avec le PEA. Et d'ailleurs, je pense que je vais y parler non seulement des actions, mais aussi d'autres types de placements, comment mieux placer dans les parts d'entreprises privées. Donc voilà. Bon, bref, c'est une petite parenthèse. Mais dans tous les cas, moi aujourd'hui je mets pas mes pieds dans le secteur des foncières cotées. On pourrait se dire que oh tiens, c'est juste le secteur commercial. En fait, le secteur immobilier il est très interconnecté. Donc du coup, s'il y aura une grosse crise dans le secteur commercial, il y aura forcément des crises partout dans tout le secteur immobilier. Après, on peut aussi se dire que ok, c'est que les États-Unis parce que blablabla, il y a beaucoup de bureaux, bon, je sais rien. Imaginons que je prends cet argument comme l'argument principal pour contredire l'hypothèse que je suis en train de vous présenter. En fait, non. Là, je regardais aussi que en Europe, en Suède notamment, en Norvège, pareil, il y a exactement le même problème. En fait, il y a exactement les gros problèmes, notamment en Europe du Nord,
sur l'immobilier commercial. Mais l'Europe du Nord, c'est un petit peu particulier parce que déjà avant les États-Unis, il était assez ouvert pour tout ce qui est télétravail, même avant le Covid. Aujourd'hui, ça s'est accentué parce que ce sont des pays avec une culture assez particulière, donc c'est pas comme les anglo-saxons qui aiment bien être au bureau avec des open space, etc. Mais vu que même les anglo-saxons maintenant sont touchés par ce phénomène, donc les pays du Nord, ça sera encore pire. Je pense que la Suède et la Norvège, je sais pas combien de bureaux ils avaient, mais ils vont pouvoir le gérer, mais par contre, aux États-Unis, c'est quand même énorme. Et pareil en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, c'est vraiment un énorme problème de l'immobilier commercial. Il faut surtout surveiller parce que la Grande-Bretagne, c'est presque un mauvais élève de l'Europe, parce qu'ils ont encore de tous les problèmes hérités du Brexit, il y a de tout un tas de choses. Actuellement, la Grande-Bretagne est vraiment très perturbée, leur économie est vraiment très peu diversifiée, très orientée secteur financier et services financiers. Et si on a un crack financier, donc forcément la Grande-Bretagne va se prendre complète. Donc je pense que vraiment le risque immobilier, on en parle de temps en temps, mais il est bien plus présent que on puisse croire. Et donc c'est probablement, ça c'est la phrase que je vais vous lancer, la phrase peut-être historique, que je vais vous lancer aujourd'hui, que je pense que c'est de ce secteur immobilier commercial qu'on peut avoir une nouvelle crise qui va venir. Peut-être ça ne sera pas les faillites bancaires, mais ça sera peut-être un gros problème des faillites dans les gros fonds d'investissement qui ont investi dans l'immobilier commercial, qui vont plus pouvoir payer leurs dettes. Et donc du coup, ça va se propager dans tous les autres secteurs. Voilà mes amis, on va jeter un œil très rapidement sur les foncières cotées. J'ai un screener des foncières cotées dans l'abonnement premium, je vais le mettre à jour j'espère ce week-end. C'est très tôt, franchement, j'ai pas le droit de donner de conseils d'investissement. Si vous voulez y investir, si vous y voyez des opportunités, allez-y, mais ce sera pas, c'est pas mon avis. Donc vous, évidemment, vous gérez votre argent, personne ne gérera mieux votre argent pour vous que vous-même. Et donc, c'est en revanche, moi-même, ce qui concerne moi, je prends vraiment des énormes distances de secteur immobilier, notamment immobilier commercial. Par exemple, j'ai pris quelques plus gros foncières ETF des foncières cotées, donc c'est iShares Cohen Steers Rate ETF. Et donc là, on voit que bon, on est relativement bas, on était sur une pente descendante, là maintenant il essaie de reprendre, mais franchement, rien n'indique pour l'instant la crise. Cette crise de Covid, c'était clairement moins grave que ce qu'on peut vivre si jamais le risque que je viens de vous présenter se matérialise. Donc, et pendant le Covid, on s'est pris quand même, regardez, on s'est pris quand même une grosse claque de 42% sur cet ETF. Et donc imaginez maintenant s'il y a une grosse crise sur l'ensemble du secteur. Ensuite, je vais regarder encore pour comparer quelques autres secteurs de même catégorie. Donc bon, il affiche tous quasiment les graphiques identiques. Donc il y avait un autre qui était assez intéressant à regarder, qui était pondéré, donc ça c'est pareil. Voilà, c'est celui-ci. Equal Weight Real Estate, donc ça c'est de la structure de portefeuille légèrement différente. Et vous voyez, lui il est même, je dirais presque, il est assez haut quoi. Donc bon après on retrouve plus ou moins les mêmes tendances partout, mais c'est quand même, ça sent pas la crise encore sur ce marché-là, et c'est pour ça que je vous dis qu'on peut avoir l'impression que, ah tiens, on a les épaules, machin, on peut s'imaginer des modèles techniques à profiter, mais faites attention, parce que j'entends souvent parler les gens qui disent, ah l'immobilier, il y a pas mal de REITs qui sont pas chers. C'est sûr qu'ils sont pas chers, mais par contre, vous allez payer cher si jamais la crise dérape et on tombe vraiment dans une crise obligataire avec toutes les conséquences financières que ça va apporter. Voilà mes amis, j'espère encore une fois c'était intéressant. Dites-moi dans les commentaires si les sujets géopolitiques, l'immobilier, à quel point ça vous intéresse. Pour moi, le retour est super important. Je vous rappelle que je réponds à tous les commentaires sous les vidéos. N'oubliez pas un like. Ça m'aide énormément pour développer cette chaîne gratuite. Je vous rappelle également que vous pouvez partager cette vidéo à vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Et je vous attends sur tous mes réseaux sociaux durant la semaine où je suis présent quotidiennement. Allez, passez les bonnes fêtes de Pâques et tout le meilleur pour ce dimanche. Profitez bien. Allez, bye bye.